Si tu te retrouves ici, c'est certainement pas un hasard. Ou tu as des difficultés ou tu appréhendes de communiquer sur les réseaux. Tout d'abord, bienvenue dans ce guide vidéo. Tu es peut-être dans un de ces cas-là. Ou alors, tu n'as pas confiance. Tu as peur du ridicule, tu as peur de t'exposer sur les réseaux. Ou alors, tu connais pas les codes. Tu as entendu parler de l'algorithme, mais c'est un petit peu flou pour toi. Ou alors, tu as une personnalité qui ne se voit pas sur les réseaux. Ta communication est plutôt fade et t'en es pas très fier. Ou alors, tu n'as pas de résultat. C'est-à-dire que même quand tu t'y mets, que tu te dis, allez, cette fois-ci, je donne tout, tu passes des heures à écrire quelque chose, à produire quelque chose, et au final, tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de like, et tu te décourages. Donc, toutes ces situations sont normales. Donc, on va les aborder point par point, et on va voir ensemble déjà quel est l'intérêt de communiquer sur les réseaux, et comment le faire, comment avoir les bonnes méthodes, et comment surtout dépasser ces blocages quand on n'aime pas, quand on n'a pas envie de communiquer sur les réseaux. Tout d'abord, est-ce qu'on est obligé de communiquer sur les réseaux? Alors, il y a quelques situations où on peut effectivement s'en passer. Par exemple, si on a une vitrine en plein centre d'Aix-en-Provence, avec un passage, un flux qui fait que de toute manière, avoir une belle vitrine, c'est la priorité. Et ensuite, c'est ce qui fait qu'on a suffisamment de passages, de prospects qualifiés pour qu'on se passe des réseaux sociaux. Il y a aussi une autre situation, c'est quand on a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Typiquement, un dermato, un plombier ou un garagiste. Mais si la balance est déséquilibrée, s'il y a beaucoup d'offres, mais qu'il n'y a pas assez de demandes, et ben dans ce cas-là, c'est plus compliqué. J'ai le cas d'une thérapeute qui faisait son métier depuis une dizaine d'années et qui avait suffisamment de bouche à oreille, un portefeuille clientèle qui était suffisant. Seulement, il y a de plus en plus de thérapeutes. Donc là, l'offre a augmenté et la demande était toujours la même. Imaginez si d'un coup je me mets à avoir des migraines récurrentes. Et en fait, sur mon feed, je suis quelqu'un que je trouve sympathique et qui me dit avoir cette spécialité de régler des migraines. Alors que j'avais une thérapeute dans mon entourage qui peut-être pouvait régler mon souci. Je l'aime bien, c'est elle que je vais voir habituellement, mais déjà, comme elle ne communique pas sur les réseaux, je ne sais pas si ça fait partie de ses services, de ses prestations, de ses spécialités. Alors que là, lui, je suis sûre que oui, puisqu'il le montre sur les réseaux. Donc déjà, avec la présence, on peut communiquer sur toutes ces offres. Être sûr qu'on ne se fasse pas oublier. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Si l'on ne s'expose pas sur les réseaux, si l'on ne se montre pas, on se fait oublier. Donc il est fort possible que j'aille voir ce thérapeute pour mes migraines alors que j'avais sous la main quelqu'un en qui j'avais confiance, avec qui je travaillais depuis des années. Donc vraiment, la présence sur les réseaux aujourd'hui, si l'on a de la concurrence, il faut oser. Parce que si on ne prend pas sa place, quelqu'un le fera. Et il n'y a pas aujourd'hui un canal plus performant, plus puissant que les réseaux sociaux. On peut faire de la pub télé, mais on sait que c'est moins efficace qu'avant et que ça coûte une fortune. On peut faire des affichages, mais avec les réglementations des villes, c'est compliqué. On peut mettre des flyers de partout, mais qui prend encore des flyers? Donc vraiment, le réseau que tout le monde a dans sa poche au quotidien. Les gens vont aux toilettes avec, ils le regardent dans le métro, dans les transports, ils l'écoutent aussi dans la voiture. En moyenne, chaque individu passe 2 heures par jour sur son téléphone et notamment sur les réseaux. Donc si on veut toucher sa cible, le moyen le plus efficace, c'est les réseaux. Donc on peut l'éviter en certaines circonstances uniquement. Si on est en vitesse de croisière dans son travail, peut-être que l'on n'a pas besoin. Mais si par contre on a besoin de prospecter, ça c'est quelque chose, c'est un vrai sujet. Et c'est moi ce qui m'a motivée, très clairement, c'est quand j'ai dû me mettre à la prospection et que je me suis rendu compte que j'étais tellement pas faite pour ça, que j'aime tellement pas, que je me suis dit, il faut que je trouve une technique. Et en fait, c'est là où j'ai matché sur les réseaux sociaux et le personal branding. Donc ça, j'y reviendrai au personal branding, c'est vraiment la notion la plus importante que je vais te confier lors de cette vidéo. En premier lieu, il faut savoir pourquoi tu n'aimes pas être sur les réseaux. Déjà, il faut savoir que dans l'inconscient, il se joue beaucoup de choses, dans le cerveau archaïque. Tu connais peut-être la pyramide de Maslow. Dans la pyramide de Maslow, on a au début les besoins primaires, mais ensuite on a le besoin d'appartenance à un groupe. Pourquoi? Parce qu'avant, tout simplement, si on ne faisait pas partie d'un groupe, on était en danger, danger de mort. Parce que tout seul, on ne survit pas. Aujourd'hui, on en a gardé les traces. C'est pour ça que dans la cour du collège, quand on est gamin, on se sent en danger. S'exposer sur les réseaux, ça veut dire qu'on va être soumis au regard des autres et potentiellement au rejet.
Ça, c'est nous qui l'imaginons, c'est notre inconscient. Quand on va communiquer sur les réseaux, il y a quelque chose qui s'active en nous. Ça, c'est la peur du rejet, la peur de faire un flop, la peur d'être exposé, donc la peur du jugement. Donc il y a tout ce mindset qui rentre en compte quand on veut s'exposer. Et en plus de ça, on a rajouté une couche, c'est le côté tu joues les influenceurs. Ah, tu te montres. Donc ça fait appel à notre humilité en disant mais du coup, je vais être égocentrique, je vais faire ma star. Moi, mon beau-frère m'a déjà dit mais je vois ta tête partout quand j'allume mes réseaux. Bah oui, parce que dans son groupe d'amis, je suis la plus grande communicante. Moi, ça me touche à chaque fois qu'on me dit ce genre de choses, mais je me rappelle toujours que je suis sur les réseaux pour un objectif. Je veux éviter de prospecter. Je veux que des clients viennent à moi. Je me force à ne pas écouter. Ça, c'est les petites voix, comme dirait Amandine avec qui je fais la formation. Donc elle appelle ça les petites voix. Les petites voix qui vont dire que tu n'es pas capable, que tu joues les influenceurs, que tu vas être rejeté, etc. Donc la première chose à faire, c'est de se poser la question déjà quand on est crispé, qu'on ne veut pas aller sur les réseaux. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est quelque chose d'inconscient? Est-ce que c'est tout ça? Les on-dit, voilà, tout ce qui joue sur la confiance en soi, l'estime de soi. Ensuite, il y a un deuxième facteur qui fait que l'on peut ne pas aimer être sur les réseaux. C'est le manque d'aisance et de connaissance. Tout simplement parce que si on va commencer à dessiner quand on est gamin et qu'on fait quelque chose de magnifique, on va avoir tout le monde qui nous dit « Ah, c'est beau, waouh, t'as du talent », et ben du coup, on va développer ça, on va continuer à le faire parce qu'on a tout simplement un circuit de récompense qui s'active et donc on va avoir de la dopamine et on va cultiver ça, on va aimer ça. Si au contraire on nous dit que oulala, tes dessins, oh c'est des petits dessins bâtons, bon, bah, va pas en école d'art, bah du coup on va pas aimer ça. Et si on est obligé de le faire, bah, on va se sentir très mal à l'aise, comme si on était obligé de chanter alors qu'on maîtrisait pas nos cordes vocales et qu'on avait dit en plus qu'on chantait faux et qu'on était obligé de chanter devant la foule. On n'aimerait pas ça. Alors que si on apprend à poser notre voix, on apprend à chanter et qu'on se met à bien chanter et d'avoir des personnes qui nous félicitent pour ça. Mais je vous assure que quelqu'un qui n'aime pas chanter peut passer au stade d'aimer chanter et même que ça lui manque s'il ne le fait pas. En fait, dans toute chose, on peut apprendre à aimer du moment qu'on peut gagner en aisance et en confiance dans ce domaine-là. Et les réseaux, c'est pareil. D'abord, passer ces blocages psychologiques, parfois inconscients. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'apprendre les outils et les méthodes. Euh, Souvent, je dis, on a un terrain de jeu. Si on ne connaît pas les obstacles et les possibilités, ben, on ne peut pas aller s'amuser dans ce terrain de jeu. Ça va être un terrain de jeu hostile. Je faisais partie, moi aussi, de ces personnes qui n'aiment pas communiquer sur les réseaux. Alors, comment ça se fait que j'ai passé le cap et surtout aujourd'hui que je forme les personnes à utiliser les réseaux? Donc je faisais partie de ces personnes qui ont parfois des réticences. Donc par exemple, quand est arrivé le smartphone, j'étais de celles qui avaient mon petit téléphone à touche et je refusais un peu cette innovation en espérant qu'en refusant et en fermant les yeux, ça n'existerait pas, ce qui n'est pas le cas. Mais quoi qu'il en soit, le train, il avance, qu'on monte ou qu'on monte pas. Tout comme l'IA, où quand c'est arrivé, j'ai eu aussi des réticences, mais je me suis dit non, tu dois y aller, ça fera partie de ta vie d'aujourd'hui, ça fera partie du futur. Et aujourd'hui, je m'en sers assez quotidiennement, on l'a même intégré dans notre formation comme outil. Tout comme les réseaux. Ce n'est pas un mode de vie. On en fait un outil. L'IA, c'est pareil, c'est un outil, c'est pas un mode de vie, ça ne nous remplace pas. Mais on s'en sert dans notre business. Et donc, quand je me suis dit, allez, monte dans le train, justement, et essaye de communiquer sur les réseaux. Parce que je n'avais plus envie de prospecter. J'avais plus envie que ça se passe dans la douleur et il était temps pour moi de passer un cap. J'ai fait un long voyage de 14 mois en tour d'Europe, il y a un peu plus d'1 an maintenant, et il y a de vrais déclics qui sont passés chez moi. En fait, ce que je voulais plus, c'est avoir cette peur sans cesse du mois prochain, que les compteurs soient à chaque fois remis à zéro et d'être juste sur je maintiens mon activité. J'arrive à vivre de mon activité, mais vivre tout juste, être toujours un peu en apnée. Je me suis dit, tu vas passer un cap. Tu vas passer dans le je vis bien de mon activité. Je veux plus prospecter, je veux que des clients viennent à moi. Comment je fais ça? Donc, je suis allée sur les réseaux et j'ai investi dans mon personal branding. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'à l'époque, on appelait ça le branding, la marque. Si je vous dis une boisson pétillante avec une vague rouge, un M jaune, un gobelet de café américain avec une pastille verte. Je pense que vous les avez tous les trois.
La marque, c'était l'identité visuelle, donc tous les symboles visuels, que ce soit la couleur, que ce soit les polices d'écriture, etc. Et puis aussi l'univers, la façon de communiquer avec son audience. Donc c'est tout un ensemble de petites choses qui fait que ça devient une marque. Et donc ça, c'était la manière de communiquer avant, jusqu'à ce que on soit harcelé. Qu'on soit harcelé par toutes ces marques et cette publicité. C'est venu sur nos téléphones, dans nos boîtes mail, de partout dans notre environnement. Et donc, en tant que consommateur, on est devenu des sceptiques. On n'a plus eu envie de soutenir des marques, mais plutôt de se connecter avec des personnes, de suivre des personnes. Le Covid, l'IA, ça a renforcé tout ça. Nous avons envie de plus d'humanité aujourd'hui. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est quelque chose qui va être durable parce qu'on va de plus en plus avoir d'automatisation. Donc en fait, on va de plus en plus, et notamment via les réseaux, se connecter avec des personnes. C'est ce qui fait que c'est installé petit à petit dans notre environnement le personal branding. C'est la manière dont on va investir dans son personnage public. On avait donc le branding, la marque, et aujourd'hui on a le personal branding, la marque personnelle. Et ça, c'est le point le plus important que je peux vous apprendre aujourd'hui. C'est que le personal branding, c'est la meilleure manière de connecter avec votre audience. C'est le moyen le plus puissant et le plus durable que vous pouvez avoir pour développer votre business. Vous pouvez investir dans les meilleurs visuels, dans les meilleurs systèmes. Vous formez et vous reformez encore. Parce que souvent, c'est ça, on se dit, mince, je stagne, j'arrive pas à passer des steps. Quel diplôme je peux passer? Quelle formation je peux passer? En fait, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est d'investir dans votre personal branding. On ne vous demandera jamais vos diplômes. Et parfois, vous passez des diplômes, vous endossez encore plus de compétences et de connaissances, mais si personne ne le sait, si vous n'êtes pas capable de faire passer vos messages et de vous exprimer sur les nouvelles compétences que vous avez acquises, est-ce que ça sert à quelque chose pour votre business? Pour votre sentiment de légitimité, oui, mais ça ne servira pas à votre business. La seule chose qui va servir votre business, c'est de réussir à exprimer la personne que vous êtes, vos valeurs, vos ambitions. Où est-ce que vous voulez aller? La façon dont vous êtes passionné par votre métier, la façon dont vous adorez accompagner vos clients. Si vous arrivez à communiquer ça, c'est ça qui va percuter au niveau de votre audience et qui va faire que vous pouvez avoir des prospects qui viendront à vous de manière qualifiée. Moi, aujourd'hui, j'ai investi dans mon personal branding, donc ça fait un peu plus d'1 an. J'ai des personnes qui, quand je les rencontre, elles me disent « Je voulais juste confirmer que tu étais la même ». Et on ne me demande plus mon parcours, ce que je vais pouvoir faire pour eux. Aujourd'hui, on me demande de confirmer que je suis la même personne que sur les réseaux. Et j'ai de demandes qualifiées. Je signe des contrats à 1 000 €. Et ce qui est très important aussi, c'est de se dire que quand on communique sur les réseaux, il y a des datas à vérifier. Les datas, ce sont les données chiffrées. Mais par exemple, quand on voit un post qui a fait 80 000 vues. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un post sur Instagram qui a fait plus de 80 000 vues. Ça ne m'a apporté 0 client. Par contre, ça m'a apporté 100 abonnés. Donc c'est toujours bien, ça fait de la visibilité. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura potentiellement à l'intérieur des prospects. Bon, donc c'est une data intéressante. Mais j'ai fait certains posts où on peut se dire, mais ce post-là, pour Coralie, ça n'a pas du tout marché. Notamment, j'en ai fait un seul like. Un seul like. J'ai eu un message privé d'une personne. Je l'ai rencontré, on a signé un contrat à 1 000 €. Donc ça veut dire que le post que j'ai réalisé, il a fait un like, une conversion. Donc c'est un post à 1 000 €. Donc oui, des posts à 1 000 € pour moi, ça marche. Donc, mais tout ça parce que aujourd'hui, je ne vends plus un produit, c'est moi le produit. C'est la personne que je suis qui convainc mon audience de travailler avec moi. Autre chose qui est très intéressante avec le personal branding, c'est que quand on commence à travailler sur qui on est, nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de communiquer, et surtout, j'ose m'exprimer. Donc on est passé par tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, de dépasser ces blocages parce qu'on prend conscience que l'on peut retrouver de la responsabilité et du pouvoir sur les choses. Donc on dépasse ces blocages. Ensuite, on ose prendre sa place. Et ce qui est génial, c'est que j'ai accompagné certaines personnes et ça a complètement changé leur façon de voir leur business et même de revoir leurs ambitions. J'ai accompagné par exemple Valérie qui, elle, avait perdu complètement le goût de la communication et qui était même désespérée.
Il m'a dit: «Mais moi, si c'est pour poster 5 fois par semaine, en postant avec ma famille, mes amis, tout ça, c'est pas moi. C'est pas moi et j'ai pas envie». Et donc quand je l'ai accompagnée, j'avoue que j'étais quand même pas rassurée parce qu'elle m'a dit: «En gros, c'est ma dernière chance, c'est la dernière formation que je fais. Après ça, c'est fini, je raccroche». Et avec un petit peu de pression, je l'accompagne et en fait, on a d'abord commencé par dire: «Valérie, qui es-tu? Qui es-tu? Où est-ce que tu veux aller? Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu le fais et qu'est-ce que tu as envie de dire?» En fait, on s'est attaqué à son personal branding. On a fait sa triade. Sa triade, j'y reviendrai. Et en repartant de ça, du fond, pour après passer sur la forme, en fait, ça l'a complètement libérée. Et je lui ai fait comprendre que non, on n'a pas besoin de poster la pizza qu'on mange le samedi, on n'a pas besoin de poster ses enfants sur les réseaux. En fait, investir dans son personal branding, c'est pas montrer tout ce que l'on est sur les réseaux. Souvent, ce que je dis, c'est il faut penser ce que l'on dit, mais pas dire tout ce que l'on pense. Le personal branding, c'est ça. C'est pas perdre le contrôle de son intimité, c'est pas tout dévoiler, c'est pas perdre le contrôle de son image, c'est au contraire border son image. Tout comme on détermine son terrain de jeu, on détermine son image. On se fait une sorte de carte d'identité professionnelle et on joue avec ça parce qu'on en est à l'aise, parce que on est authentique, parce que faut que ce soit du vrai, hein. Faut qu'on soit réel, faut qu'on soit sincère dans nos intentions. Moi, c'est vraiment, je suis la même sur les réseaux qu'en vrai. C'est juste que dans mon intimité, je fais d'autres choses ou je partage d'autres choses, mais j'ai d'autres passions, mais je suis la même sur les réseaux avec une authenticité. C'est juste que je ne montre pas tout, je ne montre que ce que je veux. Des choses qui servent mon business. Encore une fois, c'est un outil, ce n'est pas un mode de vie. Mais du coup, concrètement, comment faire? Comment faire pour retrouver du plaisir et de l'aisance en communication? Alors, je vais vous donner quelques clés à présent. Donc, une fois qu'on a dépassé ces blocages, on va passer justement à déterminer son terrain de jeu. Donc, on a plusieurs réseaux sociaux. Il faut apprendre à les connaître. N'hésitez pas dans ce cas-là à en choisir qu'un seul. En premier, on choisit un réseau jusqu'à ce qu'on soit en vitesse de croisière et à ce moment-là, on se concentre sur un autre réseau. Donc, par exemple, moi, je suis d'abord allée sur LinkedIn en septembre dernier. Donc, j'avais 600 abonnés. Je me suis dit, allez, tu prends 100 abonnés par jour. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe sur ce réseau-là? Donc, j'ai appris les connexions. LinkedIn, par exemple, c'est un réseau beaucoup plus mature. Si vous voulez faire du B2B, vous adresser à des professionnels ou avoir un portefeuille plus important, allez sur LinkedIn. Si par contre, vous voulez quelque chose de plus en proximité, parler à des particuliers, allez sur Instagram. Instagram a .code. Et en plus de ça, sur Instagram, il y a les publications et il y a les stories. Alors les stories, c'est quelque chose où vraiment on n'a pas besoin d'être dans la qualité. Là, on est dans les coulisses. Donc ça peut être tourné un petit peu plus à l'arrache. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus, un moment volé, des confidences. Quelque chose. Après, il faut le travailler un petit peu plus dans les posts. Et puis sur LinkedIn, on s'adresse à nos pairs et à des clients. C'est quelque chose, voilà, de beaucoup plus mature. Moi, il y a des choses que je ne fais pas sur LinkedIn que je fais sur Instagram. Et ça, pour revenir à LinkedIn, je me suis donné cet objectif et comme j'ai étudié les codes et je me suis concentrée sur ce réseau, j'ai atteint mes objectifs. Aujourd'hui, je suis à 2200 abonnés et je prends 100 abonnés par mois. Mais voilà, j'ai commencé à bien déterminer mes terrains de jeu. Ça, c'est vraiment important. Apprenez les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez aller. Observez. Regardez ce que font les autres. Voilà. Familiarisez-vous et faites-vous former s'il le faut. Ça, c'est vraiment la deuxième clé, c'est de connaître les codes, les méthodes, le terrain de jeu. Ensuite, en clé numéro 3, il y a bien sûr le personal branding. Donc, comment on fait pour déterminer son personal branding? En premier lieu, il va falloir trouver ses valeurs, ses plus grandes valeurs. Donc, par exemple, on peut dire ses 3 plus grandes valeurs. Pour ça, vous pouvez vous servir du feedback des clients. Allez voir vos avis. Regardez ce qu'il en ressort. Par exemple, s'il ressort le mot confiance, ben ça veut dire que vous êtes quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc n'hésitez pas à communiquer sur cette confiance, sur le fait que vous êtes un partenaire durable. On a besoin aujourd'hui de fiabilité. Si au contraire, on note souvent le côté solaire, le côté enjoué, le côté où vous communiquez du bonheur, communiquez là-dessus, sur le fait que vous allégez la personne que vous faites, que vous redonnez du plaisir. Jouez sur ce côté amical, c'est votre force.
Si on parle beaucoup des nouvelles idées, du fait que vous avez ouvert l'esprit à de nouvelles perspectives, que vous êtes créatif, jouez là-dessus. C'est une de vos valeurs aussi. Donc n'hésitez pas, prenez du feedback client, demandez pourquoi la personne elle a travaillé avec vous, demandez pourquoi on vous a choisi. Et si vous n'avez pas ça, demandez à votre entourage. Vous avez forcément des valeurs. Déterminez en premier lieu les valeurs sur lesquelles vous appuyez et sur lesquelles communiquer. Ensuite, une autre clé. Alors ça rejoint les méthodes. Il y a la méthode NEC que j'aime beaucoup. Il faut savoir que sur les réseaux, on pose aussi souvent la question « Quelle est la limite entre le pro et le perso ?» par exemple. Alors, quand on détermine bien son branding, c'est qu'on s'est posé, c'est qu'on a réfléchi, c'est qu'on ne va pas partir dans tous les sens. Donc déjà, on commence à être plus professionnel tout en laissant transparaître de notre personnalité, de nos émotions. La méthode NEC, ça consiste à apporter du contenu qui a du sens aussi pour son audience. Je m'explique. Même si nous, on a une intention de communiquer quelque chose qui nous sert et qui sert à notre business, il ne faut pas oublier aussi que ce sont des humains qu'il y a en face. Et le réseau social, c'est un réseau qui s'apparente à la vie réelle, c'est-à-dire qu'il y a déjà une connexion qui doit se faire. Il y a des choses qu'on dit à des personnes parce qu'on sait quand même que la personne va nous écouter, qu'elle a quand même un intérêt à nous écouter. On va pas balancer des choses à quelqu'un qui sont dénuées de sens. Donc, la personne fait quoi sur le réseau social? Elle vient se divertir. Même si elle y va sur LinkedIn, par exemple, pour le professionnel, elle va s'arrêter sur les posts qui vont la divertir, parce que ça l'inspire, parce que ça lui donne le sourire, parce que ça l'instruit aussi, pourquoi pas. Il y a une intention de divertissement, en tout cas. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et la méthode Next, ça consiste à... Donc, c'est un peu comme un entonnoir inversé. Donc, le haut de l'entonnoir, c'est des posts à visibilité, à notoriété. Ensuite, on a un peu plus bas, on peut le faire en moins grande quantité, c'est des postes à expertise. Et dans le bas de l'entonnoir, tout en bas, il va y avoir les postes à conversion. Parce qu'une fois qu'on a attiré un grand nombre de personnes dans notre audience, que l'on a fait des postes à expertise, qu'on peut-être même trié cette audience pour la qualifier, parce que ceux qui sont restés, ceux qui sont intéressés par votre métier, par ce que vous racontez, il reste aussi, bien sûr, à convaincre ces personnes de faire appel à vous. Peut-être que ces personnes se disent c'est bien ce qu'elle fait, mais je ne sais pas trop en fait comment est-ce qu'elle peut m'aider. Et bien les postes à conversion, c'est les derniers postes qui disent là, je veux travailler avec elle. C'est ceux qui vont directement être frontaux publicitaires. Mais c'est ceux que l'on doit faire avec vraiment parcimonie, beaucoup moins que tout le reste. Et cette dernière partie, c'est le quoi. C'est votre métier. Donc vous vous rappelez, on a le pourquoi je fais les choses, le comment je les fais et le quoi. Le quoi, c'est le métier. Par contre, à l'inverse, ça ne marche pas. Des fois, on a tendance à mettre le quoi sur nos réseaux. Qu'est-ce que je fais? Et je le montre de la meilleure manière qui soit. Je le package super bien. Est-ce que Mac, Apple, vous dit on a un processeur de tant de mégabits, etc. Non. On vous dit vous allez pouvoir écouter 3 heures de musique sans interruption. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi vous allez l'acheter? Quelle est la transformation? Ensuite, comment? Comment? Grâce à leur téléphone, l'iPhone, un tel, etc. par exemple. Et quoi? Après, quand vous allez dans la fiche produit, vous allez plus dans le détail. Donc, il ne faut pas oublier que l'entonnoir, ça commence par pourquoi, comment et quoi. C'est ce qu'on appelle aussi le cercle d'or. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez dépassé vos blocages, vous avez réfléchi à votre personal branding, vous avez appris les codes des réseaux sociaux, vous avez repensé vos contenus avec le pourquoi, comment, quoi. Il ne vous reste plus qu'à le mettre sur un calendrier éditorial et de planifier vos contenus. C'est la manière dont vous allez pouvoir vous libérer cette charge mentale, libérer du temps. N'hésitez pas après pour la création de contenu. Donc là, on est après sur la forme, puisqu'on a travaillé sur le fond. Et maintenant, il faut mettre de la forme. Faites des posts courts. Une idée, un post. Publiez plutôt 3 fois des petites idées plutôt qu'un long post avec une grande idée. On ne verra pas tous vos posts. Ça en est sûr. Même votre audience ne verra pas tous vos posts, même si elle vous suit. N'oubliez pas ça. Ça vous permet déjà de faire des erreurs sans vous culpabiliser. De toute manière, ça sera oublié et on ne verra pas tout. Et puis en plus de ça, c'est pour dire que ne faites pas un grand post qui vous prend beaucoup de temps. Faites plusieurs. Faites des choses rapides. Faites, faites, faites. Plus vous ferez, plus vous gagnerez en confiance, en aisance, en plaisir. Plus vous prenez plaisir, plus ça se transmettra à votre audience et plus vous serez présent sur la durée.
Et c'est qu'en ayant toutes ces méthodes-là et en s'inscrivant dans la durée que vous pouvez toucher votre audience au point que ça vous ramène des prospects qualifiés sans prospecter. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Tout est accessible. Si vous le souhaitez avec Amandine, nous, on a décidé de faire une édition. Parce que tout ce que je vous dis, c'est un échantillon de toutes les possibilités qu'il y a et je suis passionnée par le personal branding. Donc le personal branding, j'en suis passionnée. Donc on a décidé avec Amandine, qui elle est spécialisée dans la confiance en soi et dans le dépassement de soi. On s'est associé pour faire une formation que l'on appelle Fort Braillard. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu penses que tout seul tu n'y arriveras pas à te former, que tu as besoin d'être accompagné, boosté, que tu veux voir toutes ces méthodes. Donc si ça t'intéresse de prendre ta place, s'il reste encore des places, n'hésite pas, clique sur le lien. Voilà, on verra toutes ces notions. Quoi qu'il en soit, ose, teste, fais et refais. On oublie les erreurs de toute manière qu'on peut faire et sur les réseaux, rien n'est immuable. C'est-à-dire que tu peux faire, tu peux enlever. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai testé des formats, j'ai fait des choses qui étaient amateurs, qui étaient très amateurs. Et en fait, j'ai construit mon personal branding en faisant des essais-erreurs. Donc n'hésite pas, tu fais. Soit tu fais seul et tu vas chercher tes informations, tu creuses, tu observes, tu parles autour de toi, tu prends des informations. Ou alors tu rejoins notre formation. On va voir tout ce qui est dépassement de soi, donc comment faire pour dépasser ce problème d'illégitimité quand on a encore des blocages. Comment on met de la forme aussi. C'est-à-dire que une fois qu'on a le fond de tous ces postes, quelles sont les formes que l'on peut utiliser pour transmettre des émotions et pour se montrer. Est-ce qu'on peut mettre des photos, des vidéos? Quels sont les formats les plus impactants? Si on n'est pas prêt à se montrer, quelles sont les astuces? Donc moi, j'ai plein d'astuces pour qu'on puisse jouer avec sa voix, avec des avatars. Donc il y a plein de manières de pouvoir exprimer sa personnalité à travers des formes différentes. Voilà, donc tout ça, on l'a fait dans notre formation. Si ça t'intéresse vraiment, rejoins la formation, ça me fera super plaisir. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux, Siégel Coralie, je partage de la connaissance, je partage de l'expertise à travers mes posts à expertise, je fais des lives et tu peux venir me poser des questions et venir à ma rencontre. Voilà, je te dis à très bientôt, peut-être sur tes réseaux. Bye bye!